Donc pour vous accompagner, téléspectateurs, dans cette deuxième et dernière heure donc de la belle équipe sur CNews. Rudolf Granier, à ma gauche, donc conseiller Les Républicains de Paris 18e. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Votre voisin, William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonjour, merci d'être avec nous. Rafik Masmoudi, vous êtes resté sur notre plateau. On est très heureux de vous avoir. Médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou. Yves Durand, président du Conseil national de territoire de progrès. Vous êtes également avec nous. Bonjour à vous. Et merci également d'être avec nous. Paul Bessol, vous êtes dans les Pyrénées-Orientales. Vous êtes le vice-président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. On l'a appris en début d'après-midi. Donc, fermeture des bars et restaurants à partir de 23h dès demain dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à 6h du matin jusqu'au 2 août. Votre réaction, tout simplement ? Alors, déjà, j'espère que vous m'entendez bien parce que dans les Pyrénées-Orientales, il y a de la tramontane. On vous entend. Allez-y. Très bien. Alors, notre réaction, simplement, aujourd'hui, on pense que ces mesures de freinage, elles ont été faites pour cibler un certain public. On voit bien que ces mesures de freinage, c'est la fermeture des bars, des établissements qui vendent de l'alcool sur les lieux publics. Donc, nous clairement, effectivement, on joue le jeu dans les établissements, donc on va fermer également nos restaurants et nos bars pour 23 heures. Après, on pense que ces mesures de ciblage, elles sont nécessaires dans un contexte où, effectivement, dans les Pyrénées-Orientales, le virus se propage. Mais ce qui est important, c'est que dans nos établissements, pour nos clients, on dirait qu'ils sont majoritairement des familles, je dirais, les vacances en camping, elles se passent bien, quoi. Et pour l'instant, on n'a pas de contamination. On a vécu l'été dernier où on a vu que le camping, c'était le monde du plein air, qu'on est à la plage, à la montagne, à la mer, et que effectivement nos campeurs, nos clients ont pu passer un été assez serein. Et cette année, malgré la propagation du virus, on a l'impression que on répond présent, en tout cas aux différentes demandes, mais derrière, les clients, ils sont là, ils sont heureux de passer des vacances, et je pense que ce moment de vacances pour les Français, il est important, donc il faut que nous, on fasse le maximum professionnel pour préserver ces vacances. En revanche, ces clients, alors heureusement qu'ils sont très contents. On voit le ciel bleu derrière vous, ça donne un petit peu envie, je dois l'admettre. Néanmoins, ces clients, ils seront soumis au pass sanitaire dès le 21 juillet prochain. Et il y a le masque obligatoire à l'extérieur dans les Pyrénées-Orientales qui est déjà en vigueur. Ça leur pose pas de problème à ces familles, à ces clients, à ces vacanciers ? Alors, je dirais que le masque obligatoire en extérieur, cet arrêté, il est logique. Je veux dire, ça a été il y a 3 semaines, on a enlevé le masque en extérieur parce qu'il y avait plus de contact, il y avait plus. Le masque est obligatoire. L'arrêté, il a été bien fait, c'est-à-dire que c'est pas sur la plage, c'est pas dans les grands espaces naturels, c'est pas quand on fait du sport, c'est pas pour les enfants de moins de 11 ans. Donc derrière, il faut le jouer jeu, nous, en tant que professionnels, pour quand il y a des rassemblements dans le camping, et puis généralement passer le message du port du masque, parce que c'est ce qui nous protège aujourd'hui pour pas se contaminer les uns les autres et que ça flambe dans le département. Donc si on veut continuer à avoir un mois d'août serein et que les clients puissent venir en vacances chez nous au mois d'août. Donc effectivement, nous, professionnels, on joue le jeu. Le masque, je pense que tout le monde, tous les clients, ils l'ont porté partout cet hiver. Donc là, porter le masque dans le département, sincèrement, il n'y a pas de débat, il n'y a aucun problème pour ça. Paul Bessol, dernière question. Est-ce que vous avez vu depuis cet après-midi, depuis le début d'après-midi, j'espère pas pour vous évidemment, mais peut-être des futurs clients qui vous appellent, qui vous posent des questions, ou peut-être même des annulations de réservations ? Alors, aujourd'hui, suite aux annonces du président de la République lundi, on a eu beaucoup de questions au téléphone. Effectivement, on a beaucoup de questions, et on a beaucoup de questions concernant ce pass sanitaire qui aujourd'hui, on peut pas, on ne sait pas exactement dans quelles conditions ça va être appliqué dans nos établissements. Par contre, on n'a pas eu d'annulation. On a eu quelques demandes d'annulation, mais ça reste faible. Donc aujourd'hui, c'est un samedi, c'est un grand jour d'arrivée pour nous. Donc il n'y a pas de le standard téléphonique, il n'y a pas de questions encore sur cet arrêté concernant la fermeture des restaurants. Il faut savoir que nous, dans les campings, globalement, les animations finissent entre 11h et minuit. Donc même si derrière c'est contraignant, il faut qu'on s'adapte. Derrière, ça continue quand même on peut quand même passer des vacances tout à fait
tout à fait agréable dans nos familles, dans nos établissements. Il y a une petite contrainte, mais je dirais que c'est largement acceptable pour nos clients, pour qu'ils puissent passer de bonnes vacances et continuer à venir chez nous dans nos établissements. Pour l'instant, je pourrais vous répondre clairement, non, on n'a pas de vague d'annulation. C'est très faible. Les annulations sont très faibles. On espère que ça va durer comme ça pour pouvoir faire notre saison, parce que pour pas mal de professionnels, la saison, c'est 80% du chiffre d'affaires de l'année, quoi. Et on vous souhaite, Paul Bessol, que ça continue ainsi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite donc un bel été dans les Pyrénées-Orientales. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous. Rafik Masmoudi, ces mesures de fermeture des restaurants et des bars à partir de 23h pendant 2 semaines, c'était nécessaire vraiment dans les Pyrénées-Orientales, pardon? Au vu de la flambée des chiffres, parce que là, ils passent ils arrivent à 300 d'incidence. Donc, je pense que c'est des décisions locales, qu'il faut s'adapter à la situation locale. Et je pense que c'est vrai que ce qu'on redoutait déjà depuis plus d'un mois, arriver à des restrictions encore et encore. Et c'est vrai qu'en plein air, comme ils viennent de le dire, je pense qu'on peut passer des vacances sans problème. Le masque en plein air, je trouve ça un peu peut-être exagéré. Mais dans des situations où le risque de les gestes, la distanciation sociale, elle ne peut pas être respectée, je pense qu'il faut garder le masque. Chose qu'on a portée pendant plus d'1 an maintenant, donc on a l'habitude. Mais voilà, c'est un peu malheureux. Aussi. On en a marre, mais en même temps, je pense qu'on veut s'en sortir. Tant que la vaccination, elle n'est pas optimale, il faut garder les gestes barrières pour s'en sortir tous ensemble. William Tay, on a l'impression que finalement l'histoire se répète, parce que pour le moment, ça ne touche que les Pyrénées-Orientales. On espère que ce ne sera pas généralisé à d'autres départements, mais c'est la crainte aujourd'hui. La difficulté, par exemple, si on compare cette période-là au même moment l'année dernière, c'est que l'année dernière, on n'avait pas de restrictions pendant l'été. On pensait qu'en fait, pendant l'été, il n'y aurait pas de restrictions dues au coronavirus. La difficulté, c'est l'apparition de variants en fait, qui changent complètement la donne en termes de politique publique. Je pense que sur la question des Pyrénées-Orientales, le gouvernement a plutôt pris des bonnes mesures qui étaient proportionnées. On sait que le couvre-feu est plutôt efficace pour limiter l'incidence et qu'en plus, le port du masque obligatoire, ce que dit le vice-président de l'hôtellerie dans les Pyrénées-Orientales, c'est qu'ils ont bien ciblé sur le fait qu'ils ne mettaient pas le port du masque obligatoire sur les plages et dans les lieux en plein air, mais dans des endroits spécifiques. Pour ce cas spécifique, le gouvernement a plutôt pris des bonnes mesures. Rudolf Granier. Féliciter l'intervenant précédent et lui souhaiter bon courage pour la saison, puisqu'on voit que ce sont des mesures qui sont totalement acceptées, qui finalement vont créer quelques contraintes, oui, bien moindres que celles qu'on a pu connaître avant. Et surtout, dans le message qui vient d'être diffusé par votre invité, c'est le message de responsabilité qui est très important, en disant bon, ok, on va un peu restreindre certaines activités. De toute façon, c'était déjà un peu le cas. On est quand même beaucoup en plein air. Donc, ce ne sera pas quand même une variation hyper importante par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Et moi, j'apprécie d'avoir des professionnels comme on a pu l'avoir avant, notamment dans la restauration, dans l'hôtellerie, pleinement engagés, qui comprennent les mesures, qui sont capables de les faire comprendre, aussi de les faire appliquer, et ainsi de pouvoir préserver les départements voisins, de préserver leur clientèle évidemment, mais aussi la possible expansion de ce variant. Si ça jamais on va au-delà du département des Pyrénées-Orientales et donc si on atteint les départements limitrophes, ça va être très compliqué à gérer. Donc, on sent pleinement une responsabilité des acteurs économiques. Pour une fois, on leur fait confiance. Moi, je salue la graduation des mesures qui ont été prises pour ce département et l'acceptation qu'en ont les gens pour pouvoir continuer à vivre vraiment un été des plus normaux, je dirais. En tout cas, essayer de vivre un été des plus normaux. Yves Durand. Oui, deux remarques. La première, moi je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est d'abord évidemment le discours extrêmement responsable du vice-président de l'hôtellerie dans les Pyrénées-Orientales. On aurait pu penser que, sinon il se révolte, du moins il aille un peu à l'encontre des décisions difficiles à prendre et à appliquer, bien entendu, surtout quand on est en vacances, avoir des masques, etc., comme vous le disiez vous-même, on en a marre. Mais on voit bien là une prise de responsabilité qui est tout à fait encourageante. Et on va sans doute en parler tout à l'heure, mais c'est ma deuxième remarque. Ça veut dire que, à côté des gens responsables et qui pourtant sont
pénalisés par ces mesures-là d'une certaine manière. Il y a des gens qui, à mon avis, sont totalement irresponsables. On va y venir tout à l'heure. Mais ça veut dire que les décisions qui ont dû être prises montrent que, et vous le disiez, docteur, le virus est toujours là. Et il peut repartir à tout moment dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui, mais on va tout faire pour que ça ne se généralise pas. Et donc, il y a toujours cette nécessité, à mon avis, c'est de vacciner. Le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, ou ce matin, de vacciner au maximum pour enfin pouvoir en sortir. Alors justement, vous soulignez à juste titre ce discours responsable. Nous étions avec le maire d'Argelès-sur-Mer un peu plus tôt dans la journée, avec un discours un petit peu moins conciliant. Écoutez. Il y a quand même beaucoup de monde, notamment parmi les vacanciers. Ils sont partis en vacances en ayant été vaccinés 2 fois. Ils ont pris cette précaution. Donc, il y a une grande majorité de la population aujourd'hui à Argelès-sur-Mer est vaccinée 2 fois. Et demander à ces personnes qui ont pris soin d'être vaccinées, donc d'être protégées, de porter un masque en extérieur, on vient se demander à quoi ça sert d'être vacciné. William Tay, on peut aussi entendre ce que dit le maire d'Argelès-sur-Mer. C'est vrai que je me mets à la place d'une personne totalement vaccinée qui a pris ses vacances dans les Pyrénées-Orientales, qui ne peut pas annuler et qui a dépensé une fortune avec toute sa famille. Eh ben, on m'oblige de porter le masque à l'extérieur et de rentrer chez moi à 23h. Ça peut être lourd à porter aussi. C'est une question qu'on se pose depuis le début de la crise sanitaire, depuis mars 2020. Aujourd'hui, on sait que le coronavirus touche principalement les personnes âgées ou les personnes en cas de morbidité. Pourtant, on a confiné généralement toute la population, même la population qui n'était pas à risque, notamment les enfants ou les plus jeunes. En fait, ce qui se pose comme problème dans la société française, c'est la question de l'égalitarisme. On applique des mesures générales pour toute la population, appliquer à toute la population, même ceux qui n'auraient pas besoin. Et en fait, la difficulté, ça va être soit de généraliser notamment la question de la vaccination obligatoire, même pour ceux qu'on n'aurait pas forcément besoin, comme les 12-18 ans, dans le second cas, soit on cible les populations en fait, et on décide de dire voilà, ceux qu'on va vacciner obligatoirement, c'est les plus âgés ou certaines parties de la population les plus à risque. Notamment, il y a une étude qui a été menée sur l'efficacité et le rapport bénéfice-coût du vaccin AstraZeneca qui montre en fait qu'on a une pyramide ascendante. Plus on est âgé, plus on a intérêt à se faire vacciner. Et ce qui n'est pas le cas, notamment, il y a une partie de la population qui n'a pas intérêt à se faire vacciner, c'est les 12-18 ans. Et donc, du coup, soit on décide collectivement de faire des mesures générales, soit on met fin à l'égalitarisme pour faire des mesures complètement ciblées. Rafik Masmoudi, vous êtes d'accord avec William Tay ? Oui, c'est une analyse, je dirais, philosophique, mais je comprends. Mais en même temps, il parle que de la vulnérabilité, mais il ne parle pas de la transmissibilité. Oui, c'est-à-dire voilà. c'est les uns qui contaminent les autres. Voilà. C'est-à-dire si on agit sur une population, ce qu'on a fait au début, la priorité a été donnée pour les personnes âgées, les plus vulnérables. D'autres pays européens, ils ont pris une option différente. Ils ont passé par tranche d'âge. Et quand on voit par exemple Portugal, Espagne, ils sont à 60% et plus, ils sont à peu près à 100% de vaccinés. Nous, on a pris une option en France, commençant par les plus vulnérables et après vacciner les autres. Et je pense qu'actuellement, c'est vrai que la transmissibilité du virus et la circulation du virus, elle est liée à la jeunesse dans un sens. Et on le voit actuellement que le taux, il est à 80%, il est chez les jeunes entre 20 et 40 ans. C'est eux qui engendrent la diffusion du virus et parallèlement, ils engendrent aussi la mutation et l'apparition de nouveaux mutants. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux et agir sur les deux axes. Je suis d'accord sur le principe. La problématique qui existe actuellement, on a plus de 20% de vulnérables qui ne sont pas encore vaccinés, qui posent problème. Et alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas reprioriser peut-être, comme au début, la vaccination, plutôt que de dire à tout le monde allez-y, et donc avoir 35 jours de délai dans certains départements avant d'avoir son rendez-vous vaccinal. Et pourquoi on ne dirait pas, allez, les personnes âgées, les plus de 80 ans, les 20% restants, 15-20% restants, allez-y, vous êtes prioritaires maintenant. Oui, il faut y aller les chercher parce que sur Doctolib ou sur les plateformes d'appel, c'est difficile. Il y a certains gens qui habitent loin, qui n'ont pas accès, qui ne savent pas faire. Il faut y aller les chercher avec des bus. Il faut en tout cas y aller les chercher pour les vacciner. Mais je pense qu'il ne faut pas séparer les deux. Ça doit marcher ensemble. C'est une politique, effectivement. Le gouvernement, il appelle à la vaccination. C'est à lui de fournir. Et je pense qu'on a les moyens de le faire.
On a les doses pour le faire et je pense qu'on peut accélérer le move pour vacciner les deux axes. Mais on ne peut pas faire un axe sans l'autre parce que les uns aussi engendrent des Covid. Il y a les jeunes aussi qu'on voit actuellement. Certains, ils parlaient des effets de la vaccination à long terme et moi je leur dis, il y a des effets du... C'est vrai qu'il faut avoir cette politique, la possibilité de pouvoir vacciner en même temps pour s'en sortir. Merci beaucoup Rafik Masmoudi. On revient dans quelques toutes petites minutes. On se quitte avec ces images du cortège parisien de cette manifestation anti-vaccin, justement, anti-pass sanitaire élargi, également avec des gilets jaunes à l'intérieur de cette manifestation, à l'appel, entre autres, de Florian Philippot et de Nicolas Dupont-Aignan. On y revient sur cette manifestation. On sera en direct du cortège dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite. De retour sur CNews dans la belle équipe pour cette toute dernière partie de l'émission, toujours avec mes invités autour de la table que vous voyez, Rafik Masmoudi, Yves Durand, Rudolf Granier et William Tay. On prend tout de suite la direction des rues de Paris. Maya, Naïs et Yatagen, vous êtes dans le cortège de cette manifestation, comment on peut l'appeler, anti-vaccin, anti-pass sanitaire ? Oui, c'est un peu des deux. Le cortège s'était lancé à 14h30 du Conseil d'État. C'est l'institution qui va déterminer si le projet de loi du gouvernement est contraire aux libertés et liberticide, comme le disent de nombreux manifestants autour de nous. Pour eux, c'est une vaccination obligatoire qui est cachée. Ils comptent bien le faire savoir au gouvernement. Vous entendez Macron en prison, vous entendez aussi liberté ou résistance. On a pu apercevoir de nombreux panneaux, notamment vaccin obligatoire est égal à crime contre l'humanité. Aussi des étoiles de David siglées non vaccinées et des t-shirts mieux vaut mourir libre que vivre confiné. Alors dans la foule, derrière Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, il y avait leurs partisans, des anti-vaccins, mais aussi des soignants, une majorité de gilets jaunes. Ils préviennent, si le projet de loi passe, ils ne se feront pas vacciner. Ce sera la révolution. Pour l'instant, le rassemblement se passe dans le calme, mais il est bientôt terminé car nous allons arriver bientôt au ministère de la Santé dans le 7e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Maya, Anaïs. Merci à Alice Chomy qui vous accompagne. Yves Durand, ça vous inspire quoi ces images et ce que vient de nous dire notre journaliste sur place ? Alors, moi je vais être très franc, c'est d'une totale irresponsabilité. Et de la part d'hommes politiques qui se veulent responsables, dont l'un d'ailleurs prétend être candidat à la présidence de la République, c'est indigne. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a des symboles qui, moi, me choquent profondément. Porter une étoile jaune, par exemple, quand on sait ce que ça veut dire, quand même, c'est, je répète, indigne. Et dire qu'il y a une atteinte à la liberté, mais enfin... ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut laisser à chacun la liberté de contaminer l'autre ? C'est presque, c'est un débat qui devrait être un débat presque d'instruction civique qu'on devrait faire à ces gens-là. C'est-à-dire que la vie en société, c'est effectivement la préservation de la liberté individuelle. Mais la liberté individuelle, comme dit la Déclaration des droits de l'homme d'ailleurs et du citoyen, s'arrête là où commence l'autre, celle de l'autre. Donc il y a quelque chose là qui m'apparaît comme, je le répète, irresponsable. Et puis, écoutez, il y a le dit dans cette manifestation et il y a surtout le non-dit. J'ai l'impression qu'on manifeste autant contre le président de la République que contre le vaccin. William Tay. Ce qu'on assiste, c'est en fait un double phénomène, une radicalisation, une polarisation de la société. C'est-à-dire, en fait, d'une part, d'un côté, nous, ce qu'on regarde, ceux qui sont dans les sondages, ceux qui sont plutôt anti-vaccins, sociologiquement, c'est la même sociologie que ceux qui sont exprimés contre le traité de référendum dans 2005 et ceux qui sont plutôt gilets jaunes. Ce sont des profils qui votent plutôt pour les partis extrêmes, LFI, RN, ou ceux qui se déclarent non affiliés partisans. Et on a une deuxième fracture, c'est la question du diplôme. Plus on est diplômé, plus on est en faveur du vaccin, moins on est diplômé, moins on est en faveur du vaccin obligatoire. Et en fait, ce qui se joue en fait c'est plutôt un choix de société en fait qui se joue. C'est en gros, on a un phénomène qui est d'un côté, on a ce qu'on appelle globalement les partis de gouvernement qui sont plutôt pour cette vaccination et pour l'efficacité économique, et de l'autre côté, ceux qui sont plutôt anti-système, qui s'opposent au-delà de la question du vaccin à toutes les mesures du gouvernement parce qu'ils considèrent qu'ils sont plutôt perdants. Et donc, en fait, ce qui se joue implicitement, c'est la question de la confiance d'une partie de la population par rapport à leurs dirigeants. C'est pour ça que je pense que c'est plus compliqué qu'une question de responsabilité, même si là où je vous rejoins
rejoins totalement, c'est que sur le deuxième point, sur la question de la radicalisation, on a un véritable problème. Il est impossible aujourd'hui dans un débat avec un minimum de conscience et de connaissances historiques de porter une étoile jaune quand on sait ce que c'était les phénomènes de la Seconde Guerre mondiale pour se déclarer anti-vaccin. Donc du coup, comment on fait pour réconcilier à terme les deux sociétés qui s'affrontent? On a à peu près 60% qui sont favorables et contre qui sont défavorables. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'avoir 40% de la société qui soit complètement en marge? Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. On a le droit de manifester, on a le droit de penser, heureusement d'ailleurs, mais il y a des limites aux symboles qu'on arbore, Rudolf Granier. Évidemment, il y a des mesures coercitives que moi j'appelle de mes voeux. C'est quelques heures d'histoire à bien comprendre ce qui s'est passé à l'issue pendant la Seconde Guerre mondiale et même toute l'escalade avant. Et aujourd'hui, ça n'a. Je suis profondément blessé. Je ne comprends pas qu'on puisse encore détourner des symboles pour faire passer des messages qui n'ont rigoureusement rien à voir. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui de dire, c'est que si ces personnes-là peuvent manifester, c'est grâce aux personnes qui ont été vaccinées. Si ces personnes-là peuvent manifester aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, oui, effectivement, on a accepté collectivement de restreindre nos libertés. Moi, j'ai appelé ça de la restriction de liberté, de mouvement principalement, mais c'est parce qu'on l'a accepté collectivement qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes peuvent manifester dans la rue. Donc le paradoxe, il est total. Et si ils sont aujourd'hui dans la rue, c'est parce qu'aussi il y a des personnes, comme je le disais, qui ont été vaccinées. On sait que la liberté repose sur une part d'égalité. C'est le fondement de nos démocraties occidentales et développées, et c'est toute la démonstration d'Alexis de Tocqueville. Donc, à un moment, l'égalité vis-à-vis de la vaccination, elle est fournie par l'État. Il ne devrait pas y avoir de remise en question de ce point de vue-là. Et si on veut vraiment porter un discours de liberté, il faut assumer la vaccination. Donc, il y a un caractère totalement antinomique dans cette manifestation. Outre les débordements historiques et les non-sens historiques auxquels on assiste et qui sont totalement condamnables, mais il y a tout un tas de paradoxes. Moi, j'ai du mal à avoir une ligne conductrice entre des Gilets jaunes, Francis Lalanne qui y est, il y a une députée qui est aussi de la France Insoumise. Oui, les extrêmes se rassemblent, pourquoi pas? Ça a jamais, deux extrêmes n'ont jamais fait un cerveau complet. Mais si vous voulez, j'ai du mal un petit peu à voir si effectivement on n'est pas plus sous une forme de rejet global d'autorité. Il faut bien se dire une chose, le Conseil d'État n'est pas hypersensible à ce genre de manifestation. Statuera, et heureusement, et statuera en droit sur l'opportunité du texte de loi. Donc, bon, plutôt que de s'époumoner entre République et le ministère de la Santé, il vaut mieux aller se faire vacciner, je pense. William Tay. Moi, je mets une limite, c'est que les gens qui manifestent aujourd'hui ne sont pas contre le vaccin forcément, c'est qu'ils sont contre la vaccination obligatoire. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a une partie en tout cas qui manifeste. Elle n'est pas obligatoire aujourd'hui, la vaccination. Implicitement, avec les mesures annoncées le 12 juillet. Le caractère obligatoire des choses, il est explicite et légal. Il n'est pas implicite, supposé. Ce qu'a mis en place le président de la République avec ses annonces du 12 juillet, c'est quasiment une vaccination obligatoire pour ne pas être confiné. C'est quasiment. C'est une incitation très très forte en tout cas. C'est une incitation très forte. Et moi je crois qu'il faut. Mais ensuite sur le deuxième point. Moi je suis d'ailleurs, à titre personnel, je vous dis franchement, je suis pour la vaccination. Oui, mais ça c'est un autre débat. débat. Mais il ne faut pas amalgamer les gens en disant ils sont contre les vaccins, etc. Il faut bien différencier. Ensuite, après, pour moi, la question de ligne politique cohérente et commune à tous ces manifestants aujourd'hui. La question essentielle, c'est la question du choix de société. En fait, aujourd'hui, et François-Xavier Bellamy l'a rappelé dans une tribune dans le Figaro, c'est qu'en fait, il distingue deux choix. On a un choix qui est de faire primer l'efficacité. Et donc, du coup, l'efficacité dit qu'il faut mettre la vaccination obligatoire parce que c'est la mesure la plus efficace pour empêcher la propagation du virus. Mais dans le même temps, si on décide de le faire, on restreint notre sens qui est premier depuis la Révolution française, les déclarations des droits de l'homme, qui est d'être une démocratie libérale et donc de faire préserver une partie des libertés individuelles. Et sur la question du Conseil d'État et sur la question du Conseil d'État. Le Conseil d'État va juger en droit sur la question est-ce que les mesures sont proportionnées au but à atteindre. Et donc du coup, on peut se poser la question. On peut se poser la question du coup si les mesures annoncées notamment par Emmanuel Macron avec le pass sanitaire qui est élargi à tous, et notamment sur un point qui est particulier, sur la possibilité de licencier des gens parce qu'ils refusent de se faire vacciner, n'est pas une atteinte aux droits les plus fondamentaux. On écoute Écoutez, il y a le droit des familles. Bon. Ça n'a pas empêché, et heureusement, une vaccination obligatoire pour les enfants qui vont à l'école. Avec exclusion de l'enfant s'il n'est pas vacciné. C'est jamais. Donc tout ce discours, et en particulier celui de M. Bellamy dans son article du Figaro d'hier,
parce que on impose un certain nombre de choses qui sont de mesures qui sont d'intérêt général, on restreint la liberté individuelle. Moi, ça m'apparaît quelque chose, je répète, d'irresponsable, qui est totalement faux sur le plan et politique et philosophique. Et alors, faire allusion à la Révolution française pour justifier ça, c'est un contresens historique total. La Révolution française, elle a mis en même temps la liberté et l'égalité et la responsabilité. Je pense qu'il y a un point que vous avez oublié, c'est la question du libre arbitre. À partir du moment où vous imposez des mesures qui vont à l'encontre même du fondement. Moi, je ne dis pas que je suis contre la vaccination obligatoire. Je parle juste du fondement de société. C'est ça qui se joue. Et si on ne veut pas se tromper sur pourquoi s'il y a des manifestations, est-ce qu'il y a 40% vous avez raison, de la population... c'est un vrai problème de société. Et quand il y a 40% de la population qui se met complètement à l'écart et qu'on dit que ce sont des irresponsables, etc., je ne suis pas sûr qu'on réconcilie en fait la société. La question qui est essentielle, je pense que la plupart des gens sont plutôt pour le vaccin, pardon, excusez-moi, parce que vous m'interrompez à chaque fois, je pense qu'ils sont pour la vaccination parce qu'ils savent qu'à terme ça va arriver sur une sortie de crise. La question essentielle, c'est sur la question de la méthode. Est-ce que la méthode... Monsieur, c'est pas les gens tellement qui manifestent, mais c'est les hommes politiques qui, eux, il y a une responsabilité politique. Ceux qui veulent être président de la République, je suis d'accord avec vous. Prétendent être président de la République, qui, eux, alors engagent les gens à manifester. Rudolf Granier, je vais vous donner le mot de la fin. Vous avez 30 secondes. Pour conclure, je pense qu'il faut garder en tête que, encore une fois, l'égalité entre tous est un élément d'apport de notre liberté collective et qu'il ne faut absolument pas tenter de se le faire instrumentaliser. Je partage votre analyse sur les tentatives de détournement de ces manifestations qui existent aujourd'hui, mais encore une fois, il vaut mieux, plutôt que d'aller s'époumoner entre République et le ministère de la Santé, aller se faire vacciner, parce que bientôt, si ces gens-là ne peuvent plus manifester, à qui ils vont le reprocher? Aux mêmes personnes qui demandent à ne pas se faire vacciner? Il faut aller se vacciner et arrêter de philosophie sur des débats. Il faut être pragmatique. Il n'y a que le vaccin qui marche. Voilà. Il faut y aller. Voilà. C'est finalement Rafik Masmoudi qui a eu le mot de la fin. Dose de pragmatisme merci. Très bien. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous dans La Belle Équipe. Vous revenez quand vous voulez, bien évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on se retrouve dès demain à 11h sur CNews.